Groupe Vidéo Femmes. Ça, est-ce que ça dit quelque chose? Ça, j'avoue que vite comme ça, non plus. Non, non plus, hein? Et... Je pense que mes cours de cinéma québécois avaient peut-être un peu des trous. Ah oui. En fait, ce groupe qui a été fondé en 1973 et pour l'occasion, nous recevons une des fondatrices de ce groupe, Hélène Doyle. Bonjour Hélène. Oui, bonjour, on passe le micro, parce que là, je parlais avec ça. Et en fait, te recevons parce que tu viens d'être couronné du prix Albert Tessier. C'est un bel hommage, hein? Bien sûr. C'est le fun, hein? Aussi à M. Robert Daudelin. Oui, Robert devait être ici aujourd'hui. Votre acolyte. Acolyte. Qui lui aussi a reçu ce prix-là. Oui, puis tu es accompagné de très, très grands noms dans ce cas ici. Oui. Hélène, pour les gens qui connaissent un petit peu moins ton parcours, je vais prendre quelques minutes un peu pour les situer. Ça fait 50 ans et plus que tu es dans le milieu. Tu as utilisé ta caméra et le cinéma pour parler des injustices, en particulier au début de la condition féminine des femmes. Bien sûr, tu commences ta carrière avec Vidéo Femmes en 1973, quoique tu avais peut-être fait quelques petites bobines avant ça. Et ce collectif permet, entre autres, aux femmes de prendre la parole à travers le cinéma. À une époque, il faut le dire, ils sont très peu représentés à l'écran. Tu poursuis par toi-même et davantage vers le cinéma avec le film Le Rendez-vous de Sarajevo et tu fondes ta propre compagnie de production, Tatouage de la mémoire, je trouve que c'est très, très beau comme nom. Et là arrive au lendemain de l'Odyssée et le prix Albert Tessier. Quand tu regardes tout ce parcours, qu'est-ce que tu retiens? C'est une grande question. Ah, ouais, hein? Mais, Oui. Mais, tu sais, parce que ici, bon, il faut le dire que la Cinémathèque présenté quelques-unes de tes œuvres. Je rappelle parce qu'il y avait eu un problème avec une copie, entre autres dans un océan d'images qui va être repris là, le 14. Enfin, c'est pas la copie qui a été problématique, c'est qu'il y a eu une coupure d'électricité. Ah oui, une panne de courant. Pas de courant. Alors, il y a un de mes protagonistes qui m'a écrit oui, dans un océan d'images avec une panne de courant, c'est pas pire. Et qui va être repris le 14 février. On va revenir sur un très, très beau film dans un océan d'images. Donc, en revoyant tes œuvres, en étant confronté finalement à ta propre carrière, quand tu regardes ça avec un peu de recul, puis le prix Albert Tessier... Je te dirais qu'on n'est peut-être pas les meilleurs non. Pour ce... Mais bon, j'ai surtout vu la réaction, puis moi j'ai revu les films parce qu'on a quand même passé mes tout premiers films. Donc... En co-réalisation, Chaperon Rouge avec Hélène Bourgault. C'est un document sur le viol. Après ça, c'est Paul Pinet Merveille en co-réalisation avec une des membres de Vidéo Femmes, Nicole Giguère. C'est un film produit par Fernand Danseau où là, tout à coup, on est tombé au 16 mm avec une équipe. Et moi, je suis retournée après toute seule avec, avec Les mots du silence. Et ce que je reçois comme commentaire du public qui est là, c'est tellement encore d'actualité. Et ça, c'est tellement touchant. Alors oui, les moyens qu'on avait au début, noir et blanc, bobine ouverte, le porte-pack, des montants ridicules, tu sais, un gros 5 000 $ pour faire un film, puis on a travaillé là-dessus pendant 2-3 ans, là, avec quelque chose qui reste fragile, friable. Tu me disais que la qualité que tu avais regardée était peut-être un petit peu coup-ci, coup-ça. Bien, c'est des choses qui sont restées aussi fragiles qu'il faut sauver. Mais une fois que le public est embarqué, puis finalement, on avait une bonne copie, puis une belle projection dans la grande salle à la Cinémathèque, une fois qu'on est embarqué, c'est ça, les gens disent, mon Dieu, on est bouleversé, on s'en fout que la qualité soit... C'est tellement encore d'actualité. Et ça, c'est les 3 premiers films. C'est ce que j'ai reçu comme commentaire. Donc, c'est les premiers documentaires que j'ai faits. Mais c'est intéressant que tu dises ça parce que je posais la question. Moi, j'avais ma propre réponse. Parce que j'ai fait mini-festival Hélène Doyle. Et c'est ce qui m'a frappé. C'est à quel point ces œuvres, je veux dire, qui parfois, ont été réalisés il y a 40 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, sont encore d'actualité. Je veux dire, les propos que
portent ces femmes, je veux dire, sont différents, parce que, je veux dire, les époques sont transformées, mais, je veux dire, la qualité du propos, puis toute la réflexion derrière ça, c'est la même qu'on a aujourd'hui. On va revenir avec tous les films sur la guerre. Ben, je veux dire, tu nous poses, on voit Poutine, on voit la Tchétchénie, on voit l'Irak, on parle encore de la Palestine et tout. Je me dis, ces films-là n'ont pas vieilli. Oui, je veux dire, les circonstances se sont transformées, mais des films... La géopolitique a changé. Et puis aussi, quand on a fondé Vidéofemme, d'ailleurs, je vais mentionner que si ça intéresse des gens, il y a un très beau site qui a été fait à la Cinémathèque, Vidéofemme, fragment d'un héritage féministe. Donc, ça parle des 1973 à 1993. Vidéofemme a continué, là, mais il y avait une urgence d'essayer de sauver notre histoire avant que tout le monde disparaisse. On a perdu Hélène Roy, qui était notre mère supérieure. Mais aussi, plusieurs de nos compagnes, en voyant C'est pas le pays des merveilles, on s'est aperçu, Nicole puis moi, que la moitié de notre équipe était plus là. Ce qui fait que ça donne... ça fait mal. Mais par contre, aussi, parce qu'on avait deux... à cette époque-là, il y avait comme... Ce qui était véhiculé, on parlait tout à l'heure de l'Office national du film du Canada, avec quand même un tout petit noyau de femmes, tout petit. Un petit, hein? Oui, du côté femmes et du côté, du côté National Film Board, qui était peut-être un petit peu plus gros, mais c'était tout petit. Et puis, nous, après ça, on avait Femmes d'aujourd'hui. Puis à Femmes d'aujourd'hui, c'était des spécialistes qui venaient parler de nous. Donc, quand tu disais donner la parole, c'était super important, mais on était aussi peut-être un petit peu en train de chercher comment on se sort de l'émission de télévision, parce qu'on ne faisait pas de la télévision, et comment on n'est pas l'ONF, on n'a pas ces moyens-là, mais aussi on était dans des questionnements d'écriture, comment on écrit. Moi, ça m'a beaucoup marqué, ça. Comment on écrit. Donc, mes œuvres, à moi, sont assez hybrides. Oui. On voulait briser quelque chose. L'ONF, c'est une école extraordinaire avec le cinéma direct, mais on cherchait à se distinguer aussi. On fait toujours ça à l'autre génération en arrière, là. Donc, on cherchait à se distinguer un peu de nos confrères, parce que, comme on disait, c'était beaucoup de messieurs. Oui, parce que tu le dis, je pense que c'est dans un océan d'image que tu débutes en disant que j'aime raconter des histoires. C'est dans Sarajevo. C'est dans Sarajevo, ouais, je les ai tous vus. Ouais. Mais je trouve que ça, effectivement, c'était représentatif de ton cinéma, parce que tu parles d'hybridité, parce qu'il y a de la fiction, parfois il y a du documentaire, des images archives, ouais. Des rencontres avec les gens. Mais moi, j'aimerais revenir au début, hein, parce qu'on oublie à quel point que dans les années 70, pour vous, les femmes, hein, à cette époque-là, de prendre la caméra, c'est un geste politique. Selon moi, c'est vraiment un geste politique. Ben, écoute, moi, je suis allée... on était à Québec aussi. Hein? Oui, ça aussi, on était en région. On n'était pas à Montréal. Ça aussi, on se le faisait dire. Moi, je me souviens que j'étais à l'école en art et puis j'avais un cours de cinéma. Puis j'ai décidé de faire un film pour mes travaux. Puis il y avait une caméra 16 qui traînait quelque part. Et j'ai fait le tour de tout, parce que les professeurs ne savaient pas comment l'utiliser, fait que j'ai fait le tour de quelques maisons de production qu'il y avait à Québec. Et je me souviens que quelqu'un me dit, c'était un éclair, donc quelqu'un me dit, pauvre petite fille, quand tu vas mettre la pellicule dans la caméra, ça pèse 25 livres. J'étais plus mince. Et puis ma réponse à l'époque, parce que j'étais fâchée, c'était comme, as-tu déjà vu une mère de famille avec un bébé dans les bras? L'autre, l'enfant qui a peut-être 2-3 ans, qui s'accroche à sa jupe. Après ça, il y a la poussette, puis après ça, il y a les bagages. Puis elle prend l'autobus, puis le bébé écrit dans ses oreilles. Une caméra, là, sur ton épaule, ça fait pas ça. et finalement, c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup à la post-production après, Georges Ardon, qui me dit « Ben oui, viens-t'en, là, je vais te montrer comment ça marche. » Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse avoir la sensibilité de dire « Ben pourquoi pas une fille va prendre la caméra? » Parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas de filles qui prenaient la caméra. Et nous, quand on travaillait sur C'est pas le pays des merveilles, puis nos autres films, on avait des équipes mixtes, mais on demandait quand même aux gens qui travaillaient avec nous d'entraîner des femmes au métier.
Donc, bon, il y avait des monteuses, il y avait des scripts, il y avait beaucoup de monde au secrétariat, à la comptabilité. Mais sur les plateaux, les métiers, l'éclairage, la caméra, tout ça, je veux dire, la prise de son, il n'y avait pas tant de monde que ça. Puis qu'on demandait toujours à nos collègues qui travaillaient avec nous de s'ouvrir et de passer un petit peu Est-ce qu'il y avait aussi un sentiment d'urgence? Parce que dans les premiers films, c'est, comme je le mentionnais, tu donnes la parole à ces femmes. On aborde la dépression, on aborde la folie. Hein? Paul Pelletier est magnifique, entre autres, dans Les Au Pays des Merveilles. Hein, dans Les Mots du silence. Dans Les Mots du silence. Je vais toutes les mélanger. Non, c'est pas grave. Écoute, tu t'es payé un marathon. Là. Et moi, je sentais vraiment une urgence en disant, voici notre réalité. Et comment eux ont reçu ça? Parce qu'il y avait une complicité, je veux dire, même lorsqu'il y avait un peu de fiction, on sentait une complicité entre les gens à qui tu donnais la parole et toi. Bien, j'ai toujours préparé, en fait. On ne fait pas du reportage. On n'est pas des journalistes, ça aussi, parce qu'on n'était pas de l'ONF, on n'est pas de la télévision, puis on n'était pas des journalistes. Alors, on prenait beaucoup de temps de lire, d'aller voir des pièces de théâtre, de rencontrer les gens, de créer... Moi, j'appelle ça j'ai déjà dit ça au Festival de Créteil. Je faisais une espèce de carré de sable. C'est-à-dire mettre des balises très solides dans lesquelles, après, on pouvait être très souple, dans lesquelles on pouvait improviser, on pouvait... mais les gens, on les rencontrait pas la veille, là. On les rencontrait une fois, 2 fois, 3 fois, ce qui nous donnait aussi on créait la confiance, qu'il y avait l'urgence, puis il y avait aussi la confiance qui se créait, puis... Oui, c'est vrai que ça se parle, c'est tous des sujets tabous dont on ne parlait pas. Puis il y avait cette libération-là de la parole aussi qui existait. C'était quand même des années, les années très, très intenses du début du féminisme. Donc, on se sentait accompagné par d'autres femmes. Ces femmes-là se sentaient accompagnées par nous autres. Donc, puis on se promenait beaucoup avec, même si c'était de vidéo noir et blanc, on allait dans des cafés avec nos grosses télévisions, on allait dans des syndicats, on se déplaçait, on allait vers le public, on allait vers les gens, on allait... fait que les salles nous accueillaient pas parce que le documentaire, puis surtout pas en noir et blanc puis en vidéo. Donc, on a trouvé toutes sortes de stratégies de diffusion jusqu'à faire un festival à Québec pendant 10 ans, le Festival de films de femmes, ce qui nous a permis de rencontrer c'était aussi cinéma, vidéo, installation. Donc, ce qui nous a permis de voir des films du monde entier parce que les gens nous envoyaient leurs films. Il y a dans Les Messagers, j'ai pris des notes, là j'ai le titre, mais je ne me tromperai pas. C'est ce soir, oui. C'est le soir, oui. Dès les débuts du film, il y a comme une définition de l'artiste. Et ça m'a vraiment touché, parce que j'avais l'impression finalement que, je pense que c'est Dominique Blain qui parlait de la définition de l'artiste, et on mentionnait, il faudra trouver un chemin pour être à la fois fidèle à sa vie personnelle et responsable envers le monde. Et je me disais, c'est un peu finalement ton travail. C'est un peu ce que tu as cherché à transcrire à travers ces rencontres, à travers des images. Oui, bien après avoir... En fait, ça a été un choc quand je suis allée en 96, donc après les accords de Dayton à Sarajevo. Puis il y a quelqu'un dans la salle qui a fait remarquer qu'on n'était pas beaucoup à s'intéresser aux après-guerres. Non. Pendant la guerre, il y a beaucoup de journalistes qui sont là. D'ailleurs, il y avait une blague à Sarajevo des Sarajeviens. Il y a plus de journalistes que d'habitants à Sarajevo. Mais après ça, ils désertent. Ils s'en vont ailleurs sur un autre conflit. Puis ceux qui s'intéressent à les effets de la guerre, on n'est pas tant que ça. Il n'y a plus de journalistes, il n'y a plus de photographes, il n'y a plus personne. Puis eux, ils sont tannés parce qu'ils ont été questionnés tout le long. Donc, ils nous font passer bien des tests. Ils veulent savoir vraiment pourquoi qu'on est là. Donc, en revenant de ce film-là, je me suis promenée un petit peu avec ce film-là, beaucoup comme c'est un film sur la jeunesse, en allant dans des cégeps ou des choses comme ça. Puis je me faisais dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis moi, je me disais, comme cinéaste, je viens des Beaux-Arts aussi, je me considère aussi que c'est le 7e art. Hein? Mm-hmm. Même si on fait du documentaire, pour moi, il y a cette notion-là du 7e art qu'il faut soigner nos films. Donc, pour Les Messagers, je me suis interrogée avec d'autres. Et moi, une autre
définition que j'aime beaucoup, c'est engager, dégager. C'est-à-dire qu'il y a des gens, puis il y a des films très, très corrects, où c'est des films militants. C'est des films avec des thèses qui veulent prouver quelque chose, qui veulent nous amener dans un mouvement. Moi, je ne fais pas partie de ce cinéma-là, qui je pense qu'il est super important parce qu'il se complète. Pour moi, c'est comme interroger en montrant une autre facette. Donc là, c'est une espèce c'est des rencontres avec plusieurs artistes qui ont des formes différentes d'intervention que je questionne, mais qui me permettent de me questionner moi aussi sur comment on peut être engagé, dégagé. Et puis comment on peut, avec le cinéma ou avec une autre forme d'art, réfléchir, donner à réfléchir. Moi, je me dis, puis aussi, les gens aussi veulent s'engager, mais ils s'engagent dans 150 millions d'affaires, puis finalement, dans rien. Fait que faut choisir ses engagements. C'était ça aussi. Mes films ne sont pas des films à thèse, puis c'est pas des films qui fait voilà la solution. Pour moi, c'est important d'ouvrir la discussion, d'ouvrir des petites fenêtres pour qu'on s'interroge. Puis quand je dis production tatouage de la mémoire, c'est en espérant qu'il y a des séquences qui vont vous rester dans la tête, qui vont faire que quelques jours plus tard, vous allez faire comme moi. Qu'est-ce que j'ai vu donc? Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, après ça, c'est aux gens à cheminer. Pour moi, c'est d'ouvrir les horizons, c'est pas de donner des solutions. Tu mentionnais que tu avais un bagage de beaux-arts. Ça paraît énormément dans tes films parce que tu donnes une très grande place à la photo, entre autres. Hein? Oui. Ça revient régulièrement. Je viens de la photographier. Exactement. Et le rapport à la photo, le rapport à l'image, on en parle avec Les Messagers, on en parle dans beaucoup de films. Mais moi, ce qui me frappait, c'était l'humanité, hein, derrière, finalement, les propos. Quand les artistes parlaient de leurs propres œuvres, quand ils allaient sur place, qu'ils filmaient la guerre, ils filmaient les massacres, les dommages collatéraux, et constamment, hein, les gens que tu rencontrais, les moments que tu choisissais de mettre à l'écran, de monter, étaient associés à ce désir d'humanité. Hein. L'homme a encore une certaine droiture, un respect, je veux dire, envers les gens. Bien, je pense que ça vient aussi du féminisme, parce que c'est une des définitions du féminisme, c'est d'amener l'humanité, d'amener une forme d'humanité, de la conserver. Tu l'as fait beaucoup à travers l'art aussi. Oui, mais... Parce qu'on l'a pu faire à travers la thèse. Il y en a eu de ces films-là. Oui. Mais ce qui frappe, toi, c'est que comment tu peux utiliser à la fois le théâtre, à la fois la photographie, les expositions, type d'exposition, pour dire que l'art est porteur, pas juste d'un message, est porteur d'un humanisme. Oui, puis écoute, je dois dire que quand j'ai revu le rendez-vous de Sarajevo cette semaine, il y avait des gens qui venaient de Sarajevo dans la salle. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Et puis, moi, je suis allée à Sarajevo parce que pendant le conflit, j'ai vu que beaucoup d'artistes d'étrangers, on a Susan Sontag, on a Nigel Osborne dans Les Messagers, il y a des gens qui sont allés, mais les gens là-bas faisaient beaucoup de choses. Ils faisaient des expos et là aussi, ils faisaient des projections. Mais les gens allaient au théâtre, allaient à des concerts, mais sous les bombes. Est-ce qu'on ferait ça? Nous, on a un réservoir d'artistes extraordinaires au Québec. Est-ce que, si jamais on arrive dans une situation crunchue comme ça, est-ce qu'on va aller au cinéma tout croche, sous les bombes? On va-tu aller voir on va-tu aller voir En attendant Godot? Bien, je ne sais pas, ça m'inquiète. Mais ce qui m'inquiète le plus, il y avait cette phrase, un pays qui n'a pas de culture, c'est un pays qui n'a pas d'âme. Je pense qu'on a une, mais je ne sais pas tout le temps si nos institutions le savent. Fait que j'avoue que j'ai eu un prix très prestigieux de ce gouvernement. C'est un jury. Non. C'est un jury. Je suis très fière de ça. Mais ça me pose cette question-là encore plus, on dirait. Est-ce que ce qu'on veut dire, ce qu'on dit, est-ce que ça intéresse? Comment on fait? On parlait tout à l'heure de conserver nos films. Nos films sont en train de disparaître. Tout le monde se plaint un peu de ça. Ils se dégradent. On y a difficilement accès. Même nous qui avons fait ces films-là, c'est compliqué. Donc,
comment les faire partager à un public, à des gens qui s'intéressent à notre cinéma. Puis qu'il y a l'ONF qui a tout un système de préservation et de mise par Internet d'un site où on peut voir presque tout ce qui s'est fait à l'ONF, et c'est une richesse incommensurable. Mais il y a d'autres films qui sont du cinéma indépendant, qui sont surtout le documentaire, qui sont aussi des films comme on a fait il y a 50 ans, avec rien. Mais rien, là, c'est pas de moyens, puis pas de moyens technologiques non plus. Et comment on fait pour pas qu'ils disparaissent, je sais pas. Alors moi, quand j'entends ça, je suis sortie du film, puis il y avait un monsieur qui m'a interpellée avec sa compagne, puis il m'a dit que moi, je faisais partie des gens à Sarajevo qui montraient du cinéma, puis qui a parti du premier festival de Sarajevo. Puis je disais, merci monsieur, merci, mais c'est à cause de vous que je suis allée là. Parce que je m'interroge aussi sur comment on préserve, comment on... Puis c'est d'où la question des messagers ou dans un océan d'images, comment on rapporte, comment on montre, comment on s'engage en partir de l'art. Si on n'est pas militant, on peut militer dans un groupe, mais si on n'est pas militant puis qu'on s'adonne à avoir le cinéma comme outil, comment on... Alors, c'est même des gens... Bon, quand j'ai fait au lendemain de l'Odyssée, par exemple, qui est le film qu'on va montrer prochainement, ça aussi, je suis revenue à la condition des femmes. Je suis revenue quasiment à mes premiers films parce que je me disais, oh là là, je reviens dans c'est la traite des femmes nigérianes en Italie, mais dans toute l'Europe. Puis probablement ici aussi, mais ça passe en dessous du tapis. Ou d'autres femmes, aussitôt qu'il y a une guerre... La difficulté de prendre la parole, d'être écouté. Oui. Non, c'est les sans-voix, ça. C'est vraiment des sans-voix, là. Oui. Et totalement anonymes. Pour moi, c'est super important d'essayer de donner la parole. Fait que je suis revenue un petit peu sur mes premières amours en réunissant toutes les questions sur... Mais ça a toujours été dans ton cinéma. Il y a toujours eu ce fond-là dans les faits. Ah, je peux pas m'en passer. Tu peux pas t'en passer. Non. Mais ce qui m'a aussi frappé, entre autres là, dans Les Messagers, c'est que, parce que dans tes premiers films, on voyait M. Osborne, qui était constamment, je veux dire, en acolyte. Et là, il prend la parole. Puis là, on s'aperçoit qu'il fait de la musique à Sarajevo. Il en fait encore maintenant en Ukraine, cher. Ah oui? Puis il en a fait en Syrie. Donc, tout ce travail-là qu'il fait avec les... C'est un compositeur qui signe 2 musiques de mes films, oui. Les Messagers. D'ailleurs, des films produits par Information, pas par ma boîte. Et Nigel est venu ici au Québec. On a fait le même travail avec des gens qui avaient 50 à 85 ans à Longueuil. On a fait le même travail qu'on fait avec les enfants. Et Nigel travaille aussi sur la plasticité du cerveau avec des groupes à travers le monde. Il va travailler, lui, c'est, comme il dit, Damaged Children, les enfants marqués par les traumatismes de guerre. Mais il y a aussi un travail très intéressant qui se fait aussi sur le cerveau, mais l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer, et aussi, bon, dans certains secteurs, aussi des gens qui sont vraiment très défavorisés, à qui on donne un certain accès à la musique, mais on voit aussi qu'est-ce que ça peut faire sur eux. Et là, tu m'amènes finalement à un aspect important de tes derniers films. C'était long au début, parce qu'on se posait des questions. Mais les derniers films, les enfants. Je veux dire, comme quoi, dans les faits, l'avenir, c'est les enfants qu'il faut s'en préoccuper. Que c'est peut-être le dernier espoir qui reste sur Terre. Ça a pris une place vraiment importante. C'est vrai dans l'Odyssée, mais c'est vrai aussi dans certains autres films, Messagers. Même Sarajevo, c'est des jeunes à qui on vole leur enfance, leur jeunesse. Et tous ces jeunes gens ou ces enfants à qui on vole, que ce soit même ici, à qui on vole leur vie, à quelque part, dont on ne prend pas soin, c'est aussi des gens qui traînent des problèmes. Et voilà, c'est super important. C'est une chaîne, hein, je veux dire. Les hommes sont là-dedans aussi. Je veux dire, je pense qu'un peu comme ils ont été des compagnons lorsqu'on a tourné, il y a cette espèce de même idée aussi qu'il faut travailler ensemble. Il y avait le premier film qu'on a fait, La Nef des sorcières, il y avait Maud Blackburn qui avait écrit « Et si on déroulait nos mensonges ?» Et puis après, on pourra s'asseoir ensemble et essayer de créer justement ce que tu appelais l'humanité. Et
Et dans tes films, tu traites de thèmes durs. Ça, c'est clair. Je veux dire, quand on parle de guerre, on parle pas, je veux dire, de non, non, pas bonbon. Même les conditions des femmes, c'était, je veux dire, dans les premiers films, c'était vraiment des thèmes qui étaient, je veux dire, parfois confrontants. Moi, je trouve confrontants. Mais en faisant ce mini-festival d'Hélène Doyle, au-delà de tout, il y a toujours une certaine forme d'espoir. Il y a quelque chose de lumineux dans ton cinéma. Oh, je ne pourrais pas faire ces films-là s'il n'y avait pas... Ben, je dis, je veux pas amener des solutions, mais il faut qu'il y ait une lumière. Et puis une dignité aussi. Pour moi, c'est super important, préserver la dignité de ceux qui témoignent, parce que des fois, ils ne se rendent pas compte non plus aussi du rôle qu'ils jouent auprès des spectateurs ou des spectatrices. Donc, il faut, d'après moi, ça, c'est super important de préserver leur dignité, puis d'amener, ça, c'est deux thèmes qui sont comme, ça me sort pas de la tête, et que cette luminosité, des fois par la poésie, peut-être pas toujours par... Mes films sont pas coup de poing, hein, je veux dire, il y a des films très revendicateurs. Pour moi, c'est très important d'y aller, j'appelle ça ma douce subversion. Mais il y a des beaux moments parce que dans Sarajevo, il y a Elena Popovic, qu'on voit, qui maintenant qui est à l'ONF. Ouais. On voit qu'il y a une possibilité. Hein? Il y a des suites à tes films, des suites de vie à tes films. Et pour moi, c'est ça la plus grande qualité de ton œuvre. C'est que tu es capable de marquer, je veux dire, des problèmes, mais à la fois aussi de nous dire que si on se regroupe, si on se fait confiance, si on s'entraide, si on forme une équipe, un réseau de solidarité, il y a un avenir possible, malgré, je veux dire, les temps assez sombres d'aujourd'hui. Oui, bien, c'est super. Pour moi, je pense que mon cinéma serait impossible s'il n'y avait pas cette... C'est un peu lourd. S'il n'y avait pas un peu cette... Non, mais je pense que j'aurais de la difficulté à... Ce trait, pour moi... C'est une grande optimiste, quoi. Non, pas pantoute. Mais non, non, mais pour moi, la lumière, c'est d'autres choses. C'est quelque chose aussi... tu parlais de Paul Petit, puis je lui disais, parce qu'il était à la projection, je disais, tu sais, à un moment donné, tu dis, il faut poursuivre nos démons intérieurs, mais la création, c'est prendre tout ça, puis l'amener à bout de bras. Alors ça, c'est du travail. Puis je pense que quand on aborde le cinéma, puis qu'on rencontre des gens qui veulent faire du cinéma, il y a beaucoup le rêve d'aller chercher son Oscar. Je dis toujours ça. Mais en même temps, il ne faut jamais... Moi, quand je suis à l'École des Beaux-Arts, un de mes professeurs disait toujours travail, 5% de talent, puis après, peut-être 2-3% de chance pour être à bonne place quand ton œuvre sort pour qu'il puisse être remarqué. Mais présentement, on veut être remarqué, puis on se dit, oh, je ne pouvais pas travailler trop fort. Ben, Hélène Doyle, tu l'as un peu eu ton Oscar, hein, parce oui, qu'avec le prix non. Albert Tessier, hein, qui est la plus haute distinction réservée, bien sûr, au cinéaste du Québec, c'était, je veux dire, approprié. Félicitations. Mais je le dois beaucoup aussi à mes compagnes, je dois le dire, du premier temps de Vidéofemme, parce que je pense Hélène Roy, Hélène Bourgault, parce que si Michel Pérusse, s'il n'avait pas été là, je ne suis pas sûre que je serais là aujourd'hui. Et je vous rappelle que Dans un océan d'images est présenté le 14 février à 15h. Merci beaucoup, Hélène Doyle. C'est un plaisir. Moi qui vous remercie.